Salut à tous, je vous propose ici un troisième épisode en ère moderne, en commencer maintenant avec les Pelicans que je vous avais que j'avais entamé il y a quelques jours. C'est vrai que cette équipe des Pelicans elle est drôlement intéressante. Bon là la saison régulière tire à sa fin. Ce qui est clair c'est que les Spurs sont plutôt bien placés ici dans la simulation pour être premiers de l'Ouest. Oklahoma ne s'effondrera pas et sera quand même deuxième, probablement en tout cas. Et puis après, voilà, il y a des grosses différences avec ce qu'on a pu observer. Moi, mon commencé maintenant, il était après le All-Star Game. Et regardez comme les Lakers, par exemple, ont dégringolé, comme les Suns ont poussé vers le haut, au point de dépasser même les Nuggets. Et puis, faut dire que les Suns avec Mark Williams, c'est quand même relativement violent. Le joueur est quand même incroyable. Un petit Malouak qui sort comme ça du banc de temps en temps. Je trouve que les Suns l'ont vraiment pas suffisamment fait jouer cette année. C'est un peu regrettable. Après, il faut qu'il ait le niveau aussi. Ils savent ce qu'ils font, très probablement. Les Clippers, dans la partie, font une meilleure fin de saison que celle, plutôt pas mal déjà, que ce qu'ils font IRL. Il faut dire que s'ils n'ont pas de blessures, les Clippers, c'est déjà plus sérieux que s'il commence à y avoir quelques absents. Et puis, nous, on est avec 29 victoires et 45 défaites. Finalement, pas très très loin de prendre la 11e place. C'est tout ce à quoi j'aspirais, en fait. Prendre la 11e place pour au moins terminer dignement la saison. On sait très bien qu'il n'y a pas de tour de draft pour New Orleans, en tout cas pas le leur. Sauf miracle, il n'y en aura pas. Et à l'Est, sinon, comme vous le voyez ici, à ce stade-là, Detroit est premier, Boston, Cleveland, New York suivent. Et la grosse poussée du moment, c'est pour le Miami Heat qui, honnêtement, a beaucoup d'arguments à faire valoir. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va voir ensuite avec les playoffs. Qu'est-ce que Miami est capable de faire? C'est toute l'interrogation. Il faut dire qu'il y a un Kelly Ware qui est extraordinaire. Moi, je le surnomme Mini Wemby, tellement il est capable de faire de choses. Et avec cette grande stature filiforme et cette polyvalence relative, avec aussi un certain talent au contre, il y a pas mal de similitudes, je trouve. Même si il faut s'arrêter là au niveau des comparaisons, et notamment parce que le collectif du 8 n'est pas décidé à défendre cette année. C'est marrant, Charlotte, ils ont un bilan négatif, bon, ils seront 10e quand même, mais Charlotte, en simulation, avec les joueurs qu'on connaît, ça marche moins bien que IRL. C'est comme ça, il y a comme ça des vraies différences entre ce que vous observez dans le jeu et ce qu'on observe en NBA. C'est comme ça. De toute façon, c'est un jeu. Il peut pas présenter la réalité telle qu'elle est. Et puis sinon, en fait, ce serait pas drôle parce que tout serait prévisible. Alors nous, à ce stade-là, on a Zion, qui est un petit peu blessé. Il reviendra pour la toute fin de saison. Trey Murphy, Sadiq Bey, DeJounte Murray, Derek Queen, Herb Jones, Jeremiah Fears, Yves Missy, voilà un peu notre effectif. Yves Missy, je le trouve, moi, prodigieux. Je n'arrête pas de réussir des contres avec lui, et c'est vraiment un pur bonheur, ce joueur. Pas si grand que ça, au final. C'est comme Derek Queen, pas une immense taille, un peu comme aussi Matkovic, qui pourrait, s'il le fallait, jouer pivot, mais voilà, il y a comme ça une abondance de talents qui sont de taille peut-être inférieure à celle qu'on pourrait souhaiter, mais qui par contre ont dans des styles différents pas mal de capacités de développement, et c'est vraiment passionnant, je trouve, comme équipe à jouer. Salarialement, mine de rien, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent qui est déjà engagé, même pour la saison 2026-2027. Alors ça pousse soit à faire quelques trades, soit ça pousse à continuer comme ça, parce qu'après tout, on est en dessous du premier apron. Donc
voilà, il n'y a pas de problème. Mais on est quand même en débordement de salary cap. Hein. Il y a pas mal de salaires engagés. On pense par exemple à Jordan Poole, qui touchera encore 34 millions la saison suivante. Et puis après, il y a des options joueurs qu'on activera ou pas. On va voir ça dans quelques minutes. Alors, je me suis attaché à terminer la saison régulière. Alors, je ne vous cache pas que j'ai joué une partie des matchs, parce que je trouve que cette équipe, elle est franchement drôle à prendre en main. Par exemple, voilà, contre les Rockets, c'était assez intéressant. Après, le truc contre les Rockets, c'est que on se retrouve assez facilement en difficulté parce que Kevin Durant est très très fort. Et puis on a perdu, regardez sur le ralenti, hop là, on voit Jeremiah Fears qui est au sol. On perd là-dessus notre jeune meneur, ouais, presque jusqu'à la fin de la saison, hein, parce qu'en fait il s'est blessé à l'épaule sur, alors c'est assez amusant, c'est sur un contact avec Reed Shepard qu'il se blesse là. Bon, voilà, c'est pas très grave, on va dire, pas une blessure importante, ça l'empêchera pas de progresser à l'été. On s'en était sorti quand même sur la fin de ce match face aux Rockets, avec notamment une énorme perf de Murray, de Missy, puis après un travail toujours réparti, mais là c'était surtout sur une belle défense qu'on s'en était sorti. Un mot justement pour profiter de l'occasion, les Rockets, ben, ils pêchent un peu offensivement à des moments. En gros, quand vous maintenez, ok, Kevin Durant, de toute façon on peut rien faire, puis après, il n'y a pas vraiment le relais qui est pris par d'autres, hein, voilà. Donc l'entorse de l'épaule gauche, elle est confirmée pour Fears. Donc ça va nous demander de réorganiser un petit peu notre rotation ici. C'est sympa de filer un peu des minutes à PV, qui en avait un peu déjà, mais voilà, je profite pour donner des minutes à certains joueurs. Bon là, Jordan Poole récupère aussi des joueurs. Je ne sais pas vraiment quoi faire de lui en vérité, parce que il ne représente pas un énorme intérêt sur le marché des transferts. En plus, son contrat est gigantesque, même s'il sera finissant en 2026-27, on l'a vu tout à l'heure. Et honnêtement, il n'y a personne qui veut me faire une offre pour Jordan Poole. Et j'ai pas vraiment de rôle, parce que finalement, les jeunes qui sont derrière, là, sont pas si mauvais. Et on peut envisager de faire jouer quelqu'un comme McGowens ou PV sans problème. Et on peut pas dire que la qualité globale de l'équipe baisse quand on fait pas jouer Jordan Poole, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Alors on a continué à avancer cette fin de saison. On va tout doucettement aller vers les récompenses. Alors contrairement à ce que nous observons ces jours-ci, à savoir blessure de Doncic, peut-être des doutes sur la santé de Wembanyama, quelqu'un comme Anthony Edwards qui n'atteint pas la barre des 65 matchs. Voilà, il y a un certain nombre de joueurs même Kate Cunningham, hein. Enfin voilà, c'est dingue ce qui se passe en fin de saison, où les All-NBA Teams ou bien même Defensive Teams ne vont pas être ceux auxquels on pourrait penser en termes de valeur absolue des joueurs. Et là, bon, ça va mieux se passer pour les blessures, ce qui va nous donner du coup des récompenses qui vont être peut-être un peu plus fidèles à celles qu'on pourrait, nous tous, qui suivons la NBA, imaginer. Donc voilà, on y va dans quelques secondes. Juste le temps de voir que on terminera alors voilà avec 36 victoires même. 36 victoires, 46 défaites, c'est-à-dire qu'on a vraiment, depuis qu'on a pris l'équipe en main, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je vous disais, récompenses individuelles. À présent, le MVP est de la vie du jeu, hein, lui-même, hein, pour Wembanyama. J'ai laissé faire les choses. Cooper Flagg est donc le rookie de l'année. Le 6e homme de l'année, c'est Jaime Raquez du Heat, profitant aussi un petit peu du push du Heat à l'Est en cette fin de saison. Il termine très très haut. Wembanyama, défenseur de l'année, on s'y attendait. Joueur ayant le plus progressé, le MIP pour Jalen Duren. Et le joueur clutch de l'année pour Shai. Ça paraît mérité, parce que Gilgeous-Alexander a tendance
à être, pour moi, probablement le joueur le plus clutch de la ligue cette saison. Alors évidemment, en plein milieu de l'enregistrement de de ces récompenses individuelles, puis des All-NBA Teams, j'ai une mise à jour nécessaire, je ne peux pas lutter. Désolé pour l'affichage en bas de l'écran. La première NBA Team, SGA, Luka, Jaylen Brown, Victor et Niko Jokic. Elle a fière allure. Pour moi, c'est à peu près celle qui mérite d'être first team. Et puis après, en deuxième team, il y a Kawhi, Kevin Durant, Jalen Duren, Anthony Edwards, Kate Cunningham. Deux mecs des Detroit Pistons pour les récompenser d'être à l'Est, premier. Et puis après, on retrouve en troisième équipe LaMelo Ball, Tyrese Maxey, Devin Booker, Jalen Johnson, qui a fait quand même une saison phénoménale avec Atlanta, et Alperen Sengun. On passe à la première équipe All Defensive. Josh Hart, Jaylen Brown, Amen Thompson, Stephen Castle, qui mérite totalement pour moi, et Victor Wembanyama en tant que défenseur de l'année, heureusement. Deuxième All-Def, Shea, Kawhi. Après, il y a des spécialistes, Jaden McDaniels, connu pour cela, Evan Mobley, qui était défenseur de l'année l'an passé, Jalen Duren, qui quand même, pour moi, exerce une certaine influence sur le jeu. Ensuite, les All-Rookie Teams, Cooper Flagg, Maxime Reynaud, Knuppel, Edgecombe et Dylan Harper. Je pense qu'on pourrait s'accorder tous sur cette équipe-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, elle me paraît assez méritée, la sélection de ces 5 joueurs-là. En deuxième rookie team, il y a Ace Bailey, Coward des Grizzlies, Murray Boyles des Raptors, et puis nos 2 gars des Pelicans, Fears et Derrick Quinn. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai avancé jusqu'au play-in. Donc le play-in, c'est un peu étonnant, mais on se retrouve avec Denver Golden State pour la place numéro 7. C'est Denver qui gagne. On se retrouve ensuite avec les Lakers qui battent Portland pour accéder au barrage contre les Warriors. Donc voilà, étonnant. Et les Lakers passent quand même ce play-in et se retrouvent, par contre, malheureusement pour eux, face aux Spurs. Donc là, ça va être un peu compliqué. Et on a des oppositions ici qui, j'ai envie de vous dire, ne seront pas celles auxquelles nous allons assister dans les jours et les semaines à venir. Il y a des choses intéressantes. C'est Toronto et Philadelphie qui sont sortis du play-in. Miami a même tellement gagné sur la fin qu'ils ont terminé 3e. Ils tapent Atlanta au premier tour. Les Knicks se qualifient également. Voilà. Et Detroit se qualifie. Il y aura Boston, Miami, Detroit, New York à l'Est. Et puis après, du côté de l'Ouest, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 3 matchs 7. Alors, pour ne pas vous mentir, je me suis régalé à jouer celui des Clippers. Clippers, Houston, ça passe pour les Clippers qui accèdent aux demi-finales de conf. Et puis, encore d'autres matchs 7, c'est Minnesota, Phoenix. Ça, c'est marrant comme confrontation. C'est Minnesota qui est passé en éliminant les Suns de Devin Booker. Donc, Minnesota ira défier San Antonio en demi-finale de conférence. Et puis après, dernier match 7, c'est OKC quand même qui l'emporte face aux Denver Nuggets. Ce qui donne lieu à un affrontement OKC Clippers en demi. Et c'est pas mal. Surtout que ça va encore aller au match 7. Alors, si ça a été facile à l'Est pour Detroit et le Heat, on a droit à 2 matchs 7. San Antonio, Minnesota. Minnesota sont vraiment redoutables. En play-off, là, ils sont très 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 difficiles à jouer. Il faut quand même l'admettre. Et puis, du côté du match 7 des Clippers face au Thunder, match héroïque des Clippers qui élimine carrément OKC. Alors celle-là, il fallait quand même y arriver. C'est pas évident. Avec gros match de Chet, mais match difficile en défense pour les autres qui ont été vraiment contenus. Kawhi fait un chantier.
Et puis tous ceux qu'on imagine derrière, avec Darius Garland et compagnie, se sont vraiment régalés. Voilà, et puis après, il y avait aussi donc, le match 7 des Spurs face aux Timberwolves. Il me semble quand même que les Spurs, c'est au-dessus des Timberwolves cette année. 4-3, qualification donc pour la finale de conférence. On aura donc Spurs Clippers d'un côté et Pistons Heat de l'autre. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qualification des Pistons et des Spurs, donc une finale NBA entre Détroit et San Antonio, avec à mon avis tout de même une certaine supériorité. C'est marrant, pendant la saison, ces deux équipes, quand elles se sont affrontées, on a pu assister, et sûrement vous aussi, à pour moi quand même une relative domination des Spurs face aux Pistons, alors que là en finale c'est relativement serré. On est à 3-2 pour les Pistons. On n'est pas loin de la défaite des Spurs, qui reviennent à 3-3, et tout va se jouer là encore dans un match 7 passionnant, match 7 au cours duquel écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que évidemment Wembanyama va rouler sur l'adversité, et que Fox, Castle et consorts vont là aussi rapporter le titre aux Spurs. Donc dans cette partie, les champions NBA 2026 sont les San Antonio Spurs. Je sais que Carter Bryant aussi a pas mal joué dans cette finale. Il a été titularisé pour faire face notamment à Tobias Harris, un petit poste 4, mais quand même assez précieux. Voilà, c'est donc terminé. On va pouvoir reparler des Pelicans à présent, et basculer surtout vers la saison suivante. Alors, après avoir prolongé mon staff pour pas être arrêté ensuite, après avoir réglé un tas de petites choses, on se retrouve avec début d'intersaison, avec l'évaluation du président, avec comme ça des petites choses dont on n'avait pas forcément l'habitude dans les versions précédentes sur PC pour le My NBA. Donc j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qu'on voulait que je fasse pour l'attribution des points. En l'occurrence ici, il y a 2 points à retirer de quelque part, et on a droit du coup plutôt à en enlever 3 d'un coup. Donc je vais, tant pis pour les aménagements de loge VIP, on va les restreindre, parce qu'il me semble que le centre d'entraînement et le centre de médecine du sport doivent prévaloir sur l'aménagement de loge VIP. On aurait pu aussi changer les tarifs. Ouais, c'est amusant, c'est amusant, mais bon. Voilà, j'ai pas changé ça en fait. Et donc pour finir, et après réflexion, je me suis dit donc voilà, qu'il fallait plutôt privilégier la rénovation de la salle par rapport aux loges VIP. C'est amusant, et puis ça tient compte finalement des performances de l'équipe. C'est là-dessus qu'on va gagner des matchs. Je pense que c'est par rapport aux ambitions du président et des choses comme ça. Si on arrive en gros à satisfaire, alors à ce moment-là, on récupère des points saison après saison. Alors évidemment, sur un temps court comme celui-là, j'ai pas eu le temps d'influencer grand-chose. Mais voilà. Donc les infrastructures et les tarifs au début de l'intersaison, c'est un petit truc dont j'avais jamais parlé. Et c'était l'occasion de le faire ici. Ensuite, les retraités. Alors, là, je me suis opposé à pas mal de départs à la retraite. Donc, je pense que LeBron James va encore faire une saison. Puis après, voilà, il y a tout un tas de joueurs aussi, je pense qu'ils peuvent rester encore une année de plus. On nommera Kyle Lowry, même si là j'ai des doutes. On nommera évidemment Vucevic. À mon avis, Vucevic ne prend pas sa retraite tout de suite. Brook Lopez, il y a encore de quoi faire une année, il fait une super saison. Nico Batum, on n'est plus à une année près. Kevin Love, il peut aller aider une équipe, on verra qui. Russ West, c'est la même chose. Klay Thompson me paraît un peu jeune aussi pour se retirer. Dédé Jordan, très égoïstement, j'ai envie de le garder. Donc on va le garder comme vétéran dans le vestiaire des Pelicans, ça fera du bien. Ensuite, du côté des Spurs, il m'apparaît que Olynyk peut peut-être rester une année de plus, je sais pas trop, ça on verra. Mike Conley, pourquoi pas,
une de plus. Bon, Joe Ingles, on va lui filer la paix à lui. Hein. Al Horford, pourquoi pas une deuxième saison chez les Warriors. Bon, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent apparaître comme justifiées ou pas, peu importe. De toute façon, ces joueurs-là, si on repousse la retraite d'une année, vont se retrouver à la retraite sans qu'on ne puisse rien faire dès l'année suivante. Hein, donc voilà. Chris Paul, j'ai accepté, je pense que IRL a pris sa retraite, donc il vaut mieux en rester là. Ensuite, écoutez, un petit retrait de maillot, petite intronisation, ok, ça va, on n'a pas de choses réellement passionnantes ici. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est la loterie. Alors, à la loterie, qui a gagné? Ce qui est clair, c'est que on n'était pas vraiment impliqué. Et ce sont les Wizards qui ont hérité du premier choix. Et le jeu n'a pas bien protégé le choix de Indiana. Ce qui fait que ce choix d'Indiana, il est allé aux Clippers. Alors qu'on sait que IRL est protégé 1-4 et quelque chose comme 10-30 ou un truc du style. En gros, il reste aux Clippers que si c'est entre 5 et 9 ou quelque chose du genre. Bon, là, pas modélisé sur le jeu. La classe de draft, en plus, elle est quand même très très intéressante. Quand on draft en 3e position, on peut avoir l'un des 3 qui sont annoncés comme peut-être dominants. Peterson, Dibensa et Boozer, fils. Donc voilà, on est allé après très tranquillement à la draft. Nous, on n'a pas vraiment de choix. On n'a pas de choix. J'ai un 2e tour très très éloigné. Donc c'est comme si on n'avait rien en fait. C'est Darren Peterson qui va être pris par les Wizards en numéro 1. Ensuite, ce sont les Kings qui vont avoir le privilège d'aller choisir un joueur. On va regarder ça de suite. Ils vont aller prendre A.J. Dibensa. Voilà. J'avais pris une classe de draft créée par la communauté. Donc Dibensa aux Kings. Et après, évidemment, les Clippers se retrouvent avec un choix numéro 3. Je pense que, vu la structure de l'équipe, il n'y a pas un seul doute. Aller chercher Cam Boozer peut être quand même un très très bon choix. Donc voilà pourquoi j'ai été chercher Cam Boozer pour les Clippers. Et puis après, il y a des noms qu'on connaît plus que d'autres. Le Jazz va aller récupérer Keaton Wagler. Ok, très bien. Ils ont besoin de talent de toute façon au Jazz. Ensuite, les Memphis Grizzlies qui ont bien tanké cette année. Ils vont aller chercher Michael Brown Jr. Qu'est-ce que c'était moche le tanking des Grizzlies cette année. Vraiment un des pires avec les Bucks notamment. Enfin bon, ok. Brooklyn prendra Darius Acuff. Celui-là, je l'ai vu jouer, il est sympa. Il est sympa à voir jouer, Acuff. Assez spectaculaire. Puis après, pour la suite de la draft, on aura un mélange entre joueurs existants et joueurs introduits par le jeu. Donc Macmillan, Quaintance, Pete. J'aime bien Caleb Wilson. Lui a été pris par les Milwaukee Bucks. Je vous avoue, je les gère moi-même, les Milwaukee Bucks. J'aime bien l'idée de Caleb Wilson, qui est un joueur qui pourrait être plus haut que ça à la draft, mais qui en même temps, comme il n'offre pas toutes les garanties pour être top 5, c'est pas sûr non plus. Voilà, donc en l'occurrence, il a été pris en 10e position, il a été laissé par les autres avant. Ça, j'ai laissé faire les choses automatiquement. Voilà, après la suite et la fin du premier tour de cette draft 2026. Donc nul doute qu'on aura de plus en plus de connaissances. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà très très bien. Mais voilà, moi je les connais pas tous. Et puis après, nous, on a pris une fin de 2e tour. Un dénommé Mo Ellis. Donc évidemment, je vais pas... Je sais pas s'il faut que je le garde honnêtement. Donc voilà, bon bref. On va lui proposer un two-way contract. Ce que je voulais faire à la base. Mais le truc, c'est qu'on avait déjà des two-way contracts. On en avait trop. Bon, ok. Je suis un petit peu embêté parce que... de ce fait,
joueur m'intéresse peu. Tant pis, peut-être qu'on passe à côté d'un joueur incroyable, puis peut-être pas en fait. Hein. Donc, ok. Ensuite, les options. Donc, on prolonge les contrats rookies de Missy, Matkovic. Après, moi, j'ai bien envie de rajouter une année sur le contrat de Kevin Looney. Il a 30 ans, il est assez intéressant. Évidemment que ça vaut pas 8 millions par saison, mais pas grave, on a les moyens. Et puis après, il y a aussi McGowens. Moi, je l'aime bien, Bryce. Je trouve il est pas mal, il rentre des shoots. Il est plutôt précieux comme arrière sortie de banc, voilà, avec des minutes, et puis une restreinte, mais avec quand même peut-être une capacité de développement, au contraire de Jordan Hawkins, qui m'a, lui, semblé manquer de marge. Il a 24 ans, et j'ai choisi de ne pas le prolonger. Peut-être que je m'en mordrai les doigts, mais il m'a semblé que sur son poste, ou les postes qu'il pouvait couvrir, on n'avait pas vraiment de besoin de ce type de joueur. On a déjà de la marge de joueurs, en cas de blessure notamment. Après, on voit que Harden, Austin Reeves et Trae Young ont refusé. Bon, ils vont prolonger dans leurs franchises respectives, hein, évidemment. Ça, c'est refusé pour prolonger avec un meilleur contrat. On le sait puisque c'était à la base du transfert de James Harden, hein, de toute façon. Et puis après, sur les qualifying offers, pas de grande particularité à signaler. Moi, je ne vais pas proposer de qualifying à ces joueurs qu'on a vu passer. Hein. Il n'y a aucun intérêt pour nous à le faire. Et là, il y a Voj Bomb. Enfin, Voj est à la retraite, donc c'est une Shams Bomb. Giannis part aux Suns en échange d'un package plutôt alléchant. Malwak, Fleming, Jalen Green, Royce O'Neal pour équilibrer les salaires. Et puis aussi Taurean Prince et Gary Harris dans le même registre. Mais l'idée étant que les Suns se retrouvent avec une belle équipe tout de même, parce qu'après il y a Goodwin qui prolonge, il y a Gillespie, l'association Antetokounmpo Booker, elle est plutôt sympathique, je trouve. Et puis de l'autre côté, ça donne des jeunes à développer, ça donne quand même un leader de franchise en la personne de Jalen Green, qui fait un peu de doublon aussi à Phoenix, puisqu'il est quand même beaucoup dans le registre de Devin Booker. Ça fera donc une association rigolote. Kevin Porter, Jalen Green, ils se ressemblent un peu physiquement du côté de Milwaukee. Et puis dans la foulée, regardez, LeBron James prend la direction pour sa dernière année en sign and trade de Miami, ce qui veut dire que les Lakers vont se retrouver avec une équipe, je dirais, orientée exclusivement autour de Doncic, avec Reeves comme lieutenant, et puis Wiggins et Powell quand même comme apport. Et puis LeBron James à Miami, c'est rigolo, c'est le petit clin d'œil. Allez, il termine à un endroit où il a été champion quand même si c'est pas Cleveland. Donc voilà, ça me paraissait pas aberrant de faire ceci. Ensuite, DeAndre Jordan va prolonger, bien sûr. On lui a pas demandé de ne pas prendre la retraite pour le laisser tomber. Et puis je suis allé chercher quelqu'un. Il me fallait un troisième meneur pas trop fort pour pas forcément jouer, mais pour jouer quand même et pas être ridicule si jamais Murray ou Fears se blesse. C'est Shake Milton. Moi j'aime bien Shake Milton, je trouve que c'est un bon joueur. Et puis surtout il correspondait parfaitement au profil que je recherchais. Troisième meneur, peu exigeant en temps de jeu. Et voilà comment finalement la free agency pour nous s'est résumée à pas grand chose, parce que je choisis de garder Zion et de garder même l'ossature de l'équipe telle qu'elle est, parce que je pense qu'il y a des progrès à réaliser chez les joueurs. Donc Derrick Queen prend plus 2, Missy prend plus 3 d'overall. Après, nos deux vétérans évidemment ont perdu de l'overall, c'est pas grave du tout pour Dede Jordan et Kevin Looney. Mais en tout cas, j'aime bien la progression des deux jeunes pivots. Ensuite, Zion, est-ce peut-être un retour de je ne sais pas quoi, de blessure, où il devait lui rester du potentiel et une apogée pas trop proche, bref. Il remonte de 2, très bien. On va dire qu'il progresse physiquement par rapport à des choses vécues au passé. Matkovic plus 1, Saddiq Bey plus 2,
Herb Jones +1. Alors Bay, c'est juste pour le changement de poste, parce que moi je le mets ailier, je le mets pas ailier fort. Voilà. Trey Murphy en revanche se retrouve arrière, moi je le mets arrière, pour moi c'est un arrière, hein, Trey Murphy, même s'il peut jouer ailier, mais bon, voilà. Et la progression de l'année est à mettre à l'actif de Jeremiah Fears, +6. Il est passé à 84 d'overall, mais j'ai vu son potentiel, il est encore plus élevé. Donc là, c'est quand même assez impressionnant. Dejounte Murray se maintient, il va approcher des 30 ans, et c'est l'occasion peut-être de le prolonger, parce que je pense que Dejounte Murray peut devenir un peu mieux qu'un backup, une sorte de 6e homme qui apporte énormément de choses à cette équipe, puisque il paraît quand même relativement entendu qu'on va donner la titularisation à Jeremiah Fears. Et puis après, il y avait aussi l'opportunité, c'était de prolonger Carlo Matkovic. Alors celle-là, je crache pas dessus, mais par contre, je lui ai monté son salaire, parce que je trouvais que ce qui était demandé était complètement débile, et qu'il fallait lui donner plus d'argent, surtout qu'on lui demande 5 années de fidélité, en échange donc d'un contrat que moi j'ai préféré, voilà, comme vous le constatez ici, monter à 7,5 millions par saison, non évolutif et sur 5 ans. Donc je pense qu'en fait avec tous ces joueurs, on a vraiment l'ossature pour progresser et remplir les objectifs que je me suis fixés avec eux, à savoir accéder, on va dire, à un classement entre 5 et 9. Je m'attends à une place finale de la saison régulière à venir. Entre 5e et 9e, ça me paraîtrait relativement réalisable. Voilà. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais ça me paraît réalisable. C'est parti pour une nouvelle rotation de début de saison. On sait que ça évolue avec le temps. Donc là, j'ai fait un choix principal qui est Murray en sortie de banc, avec quand même beaucoup de minutes. Un autre choix qui est Saddiq Bey en sortie de banc. Pourquoi ? C'est pour privilégier les qualités défensives de Herb Jones. Pour ne... Quand même, Zion et Murphy doivent démarrer. Et puis après, ce qui compte surtout, c'est qui termine les matchs. Je fais terminer les matchs à Yves Missy, qui me paraît être un rock un peu plus que ne l'est Derek Queen, qui a d'autres qualités à faire valoir. Et voilà comment on va essayer de répartir tout ça. Mais encore une fois, on sait qu'on aura des blessures. McGowan, ça a hérité de 9 minutes, vous l'avez vu. On sait qu'on aura des blessures, on sait qu'on aura des rebondissements, on sait qu'on aura besoin de 12 ou 13 joueurs et non pas seulement 9 ou 10. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis après, je me suis décidé à jouer un match en 4x12 minutes. Alors c'est vrai que le 4x12 minutes, si vous le faites jamais, je peux que vous le conseiller, tellement c'est intéressant, instructif, tout ce que vous voulez, formateur aussi pour le gameplay. C'est extraordinaire de jouer en 4x12 parce que on se rend compte à quel point c'est difficile de tenir la barque, alors que 4x5 minutes extrapolé à 4x12, voilà, ça n'a rien à voir. C'est facile, 4x5 minutes ça passe vite. Et puis en plus vous extrapolez à x2,4, donc il y a même moyen de faire des triples-doubles assez simplement. Alors que là, le triple-double, il faut se le peler quand vous commencez à jouer en 4x12. Donc, d'ailleurs, j'ai souffert. J'ai souffert dans ce match avec Zach Edey, on l'avait vu avant, avec quelques shoots extérieurs, notamment Ty Jerome, et puis aussi le travail de près Ja Morant ici qui sert Zach Edey, magnifique jeu à 3. Ja Morant m'a fait mal aussi. Donc, les deux principaux qui m'ont fait souffrir énormément près du cercle, je tiens à le préciser, dans la raquette, c'est Ja Morant et Zach Edey. Puis après, les autres, attention, ils étaient là aussi au bon moment. Ce qui fait qu'on s'accroche. Il y a même un moment donné où, juste avant la mi-temps, on revient à hauteur. Grizzlies, ça paraît être une équipe peut-être pas forte, mais en vérité, elle a des joueurs jeunes. Elle a des qualités, notamment athlétiques, dont on sait qu'elles sont difficiles à compenser dans le jeu.
Puis il y a ce surhomme au rebond, là, c'est Zach Edey avec ses 2,24 m, qui est vraiment exceptionnel et qui m'a fait un mal de chien, moi qui ai des pivots, que ce soit Derek Quinn ou Yves Missy, qui sont de taille inférieure à 2,10 m. Ben, c'est vrai qu'il y avait une demi-tête d'écart entre eux et Zach Edey, et puis longueur de bras, tout ce que vous voulez. Bref, en haute altitude, on avait beaucoup de mal. Santi Aldama a fait plutôt un bon match, même si, voilà, ici c'est encore Edey qui ramasse les miettes, et on est tout le temps en train de courir après le score. Je cours tout le temps après le score dans ce match, c'est très dur moralement, parce qu'on se dit, à quel moment ils vont me laisser revenir? Ben, pas là, puisque fin de troisième quart, on a encore 7 points de retard, et ici, voilà, heureusement on a une petite séquence ici avec Matkovic, qui est bon en mi-distance, qui est bon à 3 points, qui est comme ça capable de venir ajouter ses points. On en a besoin, surtout quand Zion n'a pas été beaucoup trouvé, quand Missy et Quinn ont été relativement embêtés, et que Murray, Fears ont fait ce qu'ils ont pu. Mais enfin, il y a quand même un gros bonhomme dans ce match pour notre équipe. Hein. C'est l'ami Fears. Fears aura fait un très très grand match. Ici, 3 points ouverts ratés par Herb Jones, sanctionné directement sur la contre-attaque, à l'image de ce qu'on vit depuis le début de ce match. Et je me suis décidé à aller chercher un peu plus Zion sur la toute fin. Ici, dans le Money Time, encore à 9 points de retard à 3 minutes de la fin. Heureusement, ça commence un peu à se fatiguer, à perdre des ballons du côté des Memphis Grizzlies. Et Fears, je vous disais, joue un match héroïque. Il est déjà à 27 points. Cédric Coward pour Bonzi Wells. Zach Edey qui ressort. Coward, écran d'Aldama. Et action de Coward. Aldama obligé de prendre un mi-distance avant la fin des 24. Et encore une fois, on a réussi à tuer une possession et aller comme ça chercher aussi le lancer bonus. Je ne sais pas si celui-là est rentré, mais en tout cas, Jeremiah Fears, heureusement qu'il est fort au lancer. Là, on n'avait pas mis ce shoot, c'était pas un N1. Mais en tout cas, Fears, fiable au lancer, grosse défense de Morant. Il nous faut vite un écran pour shooter avec Murphy. Ouf, ça rentre. On revient à 2 points. Il reste moins d'une minute à jouer. Peut-être qu'on va s'en sortir au final. Morant qui dévisse son shoot. On a la balle ici pour passer devant en cas de panier à 3 points ou de revenir. Hop là, ici, Trey Murphy trouve un chemin vers le cercle. On est revenu à hauteur, il reste 30 secondes à jouer. On aura normalement une autre possession. Morant qui vient jouer de près. Ah là là, mauvaise défense. Il réussit son pull-up. Il reste quand même le temps d'égaliser ou de passer devant. Alors là, j'ai choisi de plutôt égaliser, en tout cas essayer de le faire, avec Zion ici, hop là, sous le cercle. Aldama a mal défendu le pick and roll. Donc voilà, j'essaie de cibler aussi quelques défenseurs qui sont un petit peu moins forts ou un peu moins athlétiques. Et il reste quelques secondes pour la victoire. Ouf, c'est dévissé. Il a failli rentrer, hein, le shoot au buzzer de Ja Morant. Et c'est donc, pour ce premier match de la saison, déjà un scénario plutôt intéressant, avec prolongation. Alors, prolongation sur un match en 4x12. Donc 5 minutes de prolongation. C'est parti. On espère que Fears va bien tenir Morant, mais c'est pas gagné. Surtout si on offre de la liberté à d'autres joueurs. Et puis après, on revient un peu sur nos fondamentaux. Le travail près du cercle pour Zion Williamson. Attention, une possession ici où Coward est obligé de jeter la balle. Vous apercevez plus Zach Edey dans la raquette parce qu'il s'est blessé. Et donc il a été, on va dire, en grande partie suppléé. Mais voilà, je préfère quand il n'est pas sur le terrain, il faut quand même le dire. Hop là, Morant s'est dévissé. Derrière, on récupère le rebond, un peu fastidieux tout ça. C'est pas évident, mais on s'en sort. On a une possession ici pour confirmer notre
maigre écart, le Dej se fraye un chemin vers le lay-up pour nous pas se faire passer devant. On est à plus 3, il reste moins de 40 secondes. Shoot d'Aldama, il était ouvert, il aurait pu le rentrer, on aurait pu revenir à égalité ici. Ce ne sera pas le cas et donc on a la balle maintenant pour tuer le match à moins de 30 secondes de la fin. On va peut-être appeler un floppy pour Murphy qui est suivi par son défenseur. Ok, écran et panier très très difficile réussi en pénétration par Trey Murphy. Celui-là, c'est le panier de la gagne. On a donc réussi à battre cette équipe des Grizzlies. Sur le papier, c'est pas forcément d'accord, ok, c'est pas waouh. Et je peux vous dire que dans la pratique, j'en joue des matchs, que ce soit en ère reculée ou en ère moderne à NBA 2K. Je crois que c'est le match qui m'a paru le plus difficile et sur lequel j'étais presque le plus certain de perdre, tellement j'ai couru pendant des dizaines de minutes après le score. Et pour finir, la rédemption est arrivée sur un peu d'adresse, sur on va dire quelques pénétrations, sur Zion aussi qui est assez inarrêtable sous le panier. Fears aura donc été le grand bonhomme de ce match. Voilà 10 sur 31 global à 3 points pour les Grizzlies. Nous on est à 7 sur 19, 37%, c'est pas forcément mauvais. Surtout dans le jeu c'est pas évident en niveau de difficulté là qui est le mien. Pour rentrer et shoot à 3 points, on a vraiment l'impression qu'il faut avoir, outre un shoot ouvert, il faut avoir aussi de la chance, quoi. Et on a un peu dominé au rebond malgré le chantier de Zach Edey. Donc voilà, très très satisfaisant. Fears 31 points, Murphy 23, Dejounte Murray double-double à 17 points et 13 passes. Ensuite, gros travail, Zion 14 points, Rick Quinn 12 points, 15 rebonds. Et Yves Missier était un peu plus discret, c'est marrant, hein. J'ai moins réussi à aller le toucher, mais le chiffre du match, c'est les lancers francs. On a été chercher 22 lancers francs pour 17 réussites, alors qu'en face, ils n'ont obtenu que 4 lancers francs. En fait, ils ne sont pas suffisamment allés dans la provocation de faute, et nous, on a réussi à y aller. Et donc, malgré un combiné à 63 points pour Morant Edey, le supporting cast n'a pas été suffisant. Et voilà, Edey a été vraiment extraordinaire. Il a été cauchemardesque pour moi. Bref, ok. C'est pas grave, c'est une expérience plutôt sympa. 2m24. Et ouais, le mec est incroyable. C'est un monument. Voilà, premier match de la saison, tellement épuisant que je suis quand même repassé en 4x5 minutes pour la suite. Parce que 4x12, c'est extraordinaire, mais on n'en fait pas 4 d'affilée, je vous le dis. Ou alors, si vous le faites, vous êtes très très fort. Tout ça pour dire que le match contre le Magic pouvait être très très alléchant. Et malheureusement, dans les faits, il a été beaucoup moins intéressant que ne l'avait été celui contre les Grizzlies. Cette équipe du Magic, elle a quelque chose de déséquilibré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et nous, dès lors qu'on a un peu d'adresse en plus, là, on va prendre très très rapidement pas mal d'avance. Et les shoots à 3 points sont des véritables moments de bascule, en fait, dans tout ce domaine-là. Ici, Quinn prend le rebond, il ressort pour Murphy qui ajuste, il est ouvert. Et voilà, ça c'est Matkovic, hop là, avant la fin du troisième quart, le panier à 3 points rentre juste au buzzer de fin de quart-temps. Et puis on a dominé dans ce match, c'était pas passionnant. C'était vraiment pas intéressant, le Magic offensivement a été vraiment nul. Et parce que je pense pas qu'on soit une top défense. On n'est pas élite, on est entre 10e et 15e quand ça se passe bien. Mais on n'est pas du tout top 10 pour moi. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? Avec la saison suivante est lancée. Maintenant, il n'y a plus qu'à avancer, voir un peu ce que ça donne. Ouais, seul Paolo Banchero a été en mesure de vraiment s'en sortir, et encore avec un pourcentage vraiment mauvais. L'extrapolé, il est absolument hideux. 53 points, désolé, mais ça n'arrivera jamais. Et pour une équipe, j'entends. Et puis voilà. Donc, je poursuivrai cette série
Mais j'insérerai sûrement un épisode avec l'ère LeBron là, avec Houston et nouvellement les Celtics en reconstruction. J'insérerai sûrement ça parce qu'il me faut pas mal de temps pour avancer la saison. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, à plus, bye bye, rendez-vous à la prochaine épisode pour ce qui est de ces Pelicans.